Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Angélique est professeure de yoga, conférencière et aventurière. Dans cet épisode, elle me conte le récit de ses voyages à pied en autonomie et comment ceux-ci l'ont transformée et émancipée. Du tour du Cotentin en Normandie, en passant par un périple de Lyon à Montpellier, jusqu'à sa dernière expédition de 2 mois en Suède, le long de la ligne de partage des eaux, entre mer du Nord et mer Baltique, Angélique a multiplié les expériences de marche, que ce soit sous la canicule, les fortes pluies ou le grand froid. Angélique accompagne aujourd'hui toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'aventure en nature pour quelques jours ou plus longtemps. Un témoignage doux et inspirant qui te donnera envie d'oser partir, suivre tes intuitions, apprivoiser tes peurs, gagner en confiance en toi, retrouver ta puissance. Toutes ces étapes par lesquelles Angélique est passée et vient à présent nous partager. Belle écoute. Bonjour Angélique, merci de m'accueillir chez toi dans le village de Saint-Martin-en-Haut, que je connais bien dans les Monts du Lyonnais, parce que j'y ai habité toute mon enfance, donc c'est un plaisir de recueillir un témoignage ici. Je suis quasiment à domicile, et en plus un témoignage sur un mode de déplacement que j'affectionne aussi beaucoup, la marche. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien, très en joie de t'accueillir ici à Saint-Martin avec tous les souvenirs que ça peut remémorer. Trop chouette. Angélique, tu es formatrice en méditation de pleine conscience, professeure de yoga et aventurière conférencière. Aujourd'hui, on va prendre le temps de revenir sur ton expérience d'aventurière, en particulier, au travers des itinérances à pied que tu as réalisées en France et en Europe, afin de mieux comprendre comment celles-ci t'ont permis de mieux te connaître, de dépasser tes peurs, tes croyances limitantes, et voir un peu ce qu'elles ont transformé en toi et autour de toi. Je voulais revenir dans un premier temps sur ton parcours. En 2010, tu intègres une école de commerce à Grenoble et à la sortie de tes études, tu obtiens un bon job dans les finances à la Défense où tu es consultante pour de grands groupes bancaires. Et en parallèle, tu commences dès 2016 à enseigner le yoga. Et après 3 ans de bons et loyaux services à la Défense, tu n'en peux plus. Il y a des choses qui font pas sens pour toi. Et à ce moment-là, il y a une envie forte qui émerge, c'est celle de partir, voyager, découvrir le monde. Est-ce que tu peux me parler de ce qui se joue à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que ce job et cette situation, elles te conviennent plus ? C'est un très bon résumé, merci. Je crois alors il y a 2 éléments. Il y a déjà une espèce de trame de fond pendant ces années où je travaille à la Défense, effectivement, avec un mode de vie très parisien et un rythme de vie parisien. Une trame de fond où quand je rentre le soir, petit à petit, j'ai cette question de « mais est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui avait vraiment du sens ?» Mais cette question, je l'évacue, je la cache un peu jusqu'à un moment où elle est de plus en plus présente. Et puis, il y a des événements déclencheurs et un petit peu des gouttes d'eau qu'on fait déborder le vase. Et il y en a une grande, c'est que j'ai ouvert un bouquin et les premières lignes du bouquin, c'était une grosse claque que je me suis prise. C'était une invitation, c'est un petit peu glauque. C'était une invitation à se projeter au moment de sa mort et à s'imaginer quel texte serait dit quand on présenterait la vie qu'a eu le défunt.
Donc je me suis imaginée, Angélique Bousset, elle a fait des grandes études en école de commerce, elle a travaillé dans la finance pendant X années, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, après sa carrière dans le conseil, elle a continué dans le milieu de la banque, etc. Et en fait, d'imaginer ça, je me suis pris une énorme claque et je me suis dit, mais mon Dieu, ça me fait pas du tout rêver, c'est pas ça que je veux. Et ça a été une prise de conscience qu'en fait, j'étais sur... alors c'est le mot que j'emploie après coup, mais sur des rails un peu, et qui ne m'allaient pas du tout. Et là, j'ai eu une grosse envie, un élan de me dire, non, c'est pas ça, j'ai besoin de prendre de la hauteur là. Et donc à ce moment-là, tu quittes ton job et du coup, tu pars voyager. Et à ce moment-là, je quitte mon job, je quitte ma ville, je quitte même mon couple de l'époque et je pars voyager. C'était la porte de sortie que je voyais qui était vraiment une évidence pour moi de partir voyager. Je crois que depuis mon enfance, j'avais un peu, notamment à travers de magazines, une envie de grande terre, de cet aspect de pouvoir voir au loin et un peu de sauvage et un appel pour l'Australie. Tu pars pour l'Australie et combien de temps t'y restes? Qu'est-ce que tu fais un peu là-bas? Mon voyage en Australie, il a commencé dans un workaway, un endroit, là c'était un centre de yoga, un ashram, où on vient, on est accueilli, il y a l'habitude de cet accueil, et puis on est logé, nourri en échange d'un travail. Donc je suis restée pendant 1 mois et demi dans cet ashram, et pareil, là c'était un point de départ pour déjà engager toutes les démarches administratives, bancaires, toutes les déclarations à faire en arrivant dans un nouveau pays, et puis un petit peu comprendre, prendre le temps de m'immerger pour après être à l'aise et lancer un petit peu plus d'initiatives en Australie. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental. Du coup, c'était une expérience de PVT, de permis de vacances-travail, où tu jonglais entre des temps de voyage et des temps de travail. Et justement, pendant ces temps de voyage, tu as l'occasion d'expérimenter un peu pour la première fois, on va dire, la marche à pied avec un gros sac à dos. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette découverte et dans quel cadre ça s'est fait? Dans le vol entre l'Indonésie et l'Australie, j'ai lu le livre Wild de Cheryl Strayed, où elle part marcher le long du PCT, qui est sorti aussi en film aussi. Et ça a été un déclic et je me suis renseignée sur les grands itinéraires à faire à pied en Australie. Il y en avait un en Australie de l'Ouest, qui est la partie où j'atterrissais. Et en fait, il se trouve que cette grande itinéraire à pied a été fermée parce qu'il y avait des risques d'incendie qui étaient énormes à l'époque. Donc, je me suis retrouvée là-bas avec ce projet que je n'ai pas pu faire. Et je me suis acheté un van en arrivant, ce qui était pareil, pas du tout prévu. Je me voyais voyager plutôt avec des transports en commun, donc en bus, voire même à vélo ou en scooter. J'avais à l'époque, pour dire, pas d'idée d'à quel point le territoire était immense. Naïvement, je pensais voyager à travers l'Australie en scooter. Je me suis acheté un van et j'ai aménagé complètement le van. Et petit à petit, dans ce voyage en van, dans les journées, eh bien, je vais beaucoup aller marcher. Je pose le van, je vais marcher. Parfois, je reste 1 semaine au même endroit avec mon van et je marche chaque jour. Je prends goût à la marche, à cette liberté qu'apporte la marche. Et à la fin de mon voyage, j'arrive en Tasmanie. Et là me revient cette envie que j'avais eue en découvrant ce livre à mon arrivée. Et je me dis, je sens que je peux pas quitter l'Australie sans avoir vécu ça, une expérience de marche longue et en autonomie. En Tasmanie, sur mes derniers jours, je découvre l'Overland Track, qui est un sentier qui fait 100 de kilomètres, qui se fait en complète autonomie. C'est vraiment dans le wild, dans le sauvage tasmanien. Il n'y a pas d'habitation, il y a juste ce sentier qui est très bien balisé. Il y a des infrastructures qui sont des cabanes en bois, des abris. Et plein d'animaux, évidemment, c'est l'Australie. Et donc, je m'équipe et je pars pour l'Overland Track. Du coup, tu te lances dans cette première marche à pied de 100 km. Comment ça se passe? Ça se passe avec beaucoup d'appréhension. C'est une première pour moi de partir comme ça 7 jours en autonomie. Je pars avec un sac à dos qui fait 22 kilos. J'oublierai jamais ce moment où je sors le sac du coffre. Je suis obligée de me mettre bien les jambes pliées pour pouvoir soulever le sac. Et les premiers pas sont très courts et je manque de tomber à chaque pas. Et petit à petit, je m'y fais et j'arrive à progresser. Mais c'est vrai que la première demi-journée, je me dis mais je vais jamais y arriver, ce sac est beaucoup trop lourd. Grosse expérience de découverte du poids du sac à dos, qui est un énorme enseignement. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur de partager, c'est de dire, en fait, au début, on démarre avec beaucoup de choses parce qu'on connaît pas, parce que on a besoin de se rassurer. Autant d'éléments qui nous permettent de nous rassurer. Le poids du sac à dos, en randonnée, on dit souvent, c'est le poids de nos peurs.
Eh ben, j'avais plein de peurs. J'avais plein de peurs et des peurs qui m'avaient été véhiculées, des peurs qui étaient miennes. Ce mix de toutes les peurs qui faisait que j'arrivais à un sac de 22 kilos parce que j'avais peur de tomber malade, j'avais peur de me blesser, j'avais peur d'avoir froid, j'avais peur de manquer de nourriture, j'avais prévu de la nourriture en rab, j'avais peur de sentir mauvais, donc j'avais pris même des lingettes à l'époque. J'avais peur d'avoir des problèmes d'eau, j'avais pris plein de systèmes pour l'eau. Autant d'éléments et la démarche après de faire du tri dans toutes ces peurs petit à petit et qui s'acquiert au fil de l'expérience. Mais une première expérience qui était fascinante et dans un territoire sublime qui m'a marquée. Trop chouette, ça avait l'air incroyable, avec beaucoup de poids effectivement dans le sac à dos. Donc là, tu avais expérimenté la marche dans un territoire lointain, à l'autre bout du monde. Et avant de partir pour l'Océanie, tu m'avais expliqué que tu avais fait 2 jours de marche dans le Cotentin, département de Normandie, ta région natale. Et tu t'étais promis à ce moment-là de découvrir davantage ton territoire à ton retour. Est-ce que tu as tenu cette promesse? Comment ça s'est manifesté au final? Quand je reviens, donc je fais le choix de m'installer à Lyon. Je suis originaire de Normandie, donc d'où cette randonnée que j'avais faite dans le Tour du Cotentin avant de partir. Et effectivement, j'avais été surprise de découvrir des points de vue comme ça, des paysages qui étaient incroyables, alors que c'est à côté de chez mes parents, l'endroit où j'ai grandi. Enfin, je m'étais sentie bête en fait de me dire mais je pars si loin en Océanie pour voir des choses belles, alors qu'il y a du beau à côté de chez moi en fait. Et quand je suis revenue, quelques mois sont passés, le temps de m'installer à nouveau en France. Et progressivement, j'ai repris cette idée de, en fait, je veux découvrir le département d'où je suis originaire. Et en 2020, je me suis préparée pour faire le tour du Cotentin, le tour du département de la Manche par le sentier du littoral, qu'on appelle aussi le sentier des douaniers, qui se poursuit en Bretagne. Donc, préparée pour faire ce tour à pied, ça fait 440 km. Et à l'époque, quand je fais mes recherches, je tombe sur plein d'actualités parlant de quelqu'un qui avait battu le record sur ce tour du Cotentin, qu'il avait fait en 10 jours en courant. Cette actualité, elle me fait, elle me fait écho d'une manière. Elle me donne envie de faire la même chose, de faire 10 jours, alors pas en courant, en marchant, avec ma toile de tente. Et je me mets ça en tête. Je me dis, non, je vais faire 10 jours, je vais faire le tour du Cotentin et je vais le faire en 10 jours avec ma petite toile de tente et mes jambes. Et ouais, ça fait 44 km par jour. Soit un marathon par jour, c'est énorme. Pourquoi tu avais envie de relever ce défi sportif à ce moment-là? Est-ce que tu avais envie de te prouver des choses? J'imagine qu'il y a une part de dépassement de moi-même que j'avais besoin d'aller trouver, envie d'aller chercher, d'aller taquiner à travers ce défi. Après coup, je me dis aussi que ces bivouacs, cette marche, je me suis énormément préparée, physiquement, mentalement. Néanmoins, le bivouac seul restait une peur pour moi. J'étais pas sereine dans mes bivouacs seuls. Et le fait de marcher beaucoup en journée, ça faisait qu'en fait, plus de temps j'étais en mouvement, moins j'étais à l'arrêt dans mon bivouac. Et donc, moins j'avais peur. Quand je suis en mouvement, je suis plus insaisissable, moins vulnérable qu'en étant en bivouac, à l'arrêt, où là, on peut me voir. Donc, je suis beaucoup plus vulnérable, saisissable. Pendant ce tour du Cotentin, tu découvres les dunes de Biville, dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Donc quelque chose de très particulier, de très beau aussi. Qu'est-ce que tu as découvert de ce département, ton département natal? Waouh, plein de beauté dont je ne soupçonnais pas l'existence. Saint-Vaast-la-Hougue, je me souviens, des petits ports le long de la côte, les dunes de Biville, des petits bois, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont sans doute pas de nom. J'ai découvert le fait de me réveiller face à la mer quand j'étais côté est de la Manche, de me réveiller avec le lever de soleil ou de me coucher avec le soleil qui tombait. J'ai découvert le fait d'éprouver la pluie, évidemment en Normandie, d'éprouver la pluie pendant des heures et des heures dehors. J'ai découvert d'éprouver la canicule aussi. Et la dernière beauté, la plus grande, je crois que j'ai en tête, et que je pense que je l'aurais pas savouré de la même manière si j'avais pas eu ces 440 km peut-être en 10 jours avec tout ce que j'avais vécu avant. C'était l'arrivée au Mont Saint-Michel, en face du mont, avec un arc-en-ciel de dingue et avec le ciel qui est sur des bleus foncés, gris, parce qu'il y a un énorme orage au fond qui est en préparation. Il y a des averses, éclaircies, averses, donc d'où l'arc-en-ciel. Et cet orage qui fait comme une espèce de vague de nuages foncés au loin très sombre, qui vient comme engloutir le Mont Saint-Michel. Et ce spectacle, il est dingue. Imaginez à ça, en plus de cette vue-là, au premier plan, vous avez les moutons de Pré-Salé, donc les champs verts et ces moutons noirs.
Et en plus, à l'intérieur de vous, vous avez les pieds qui brûlent, le contact des pieds dans le sol. À chaque fois qu'ils touchent le sol, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais dans le cœur, il y a une joie immense de tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été dépassé, tout ce qui a été découvert. Wow, et ce mélange de ce qui est vécu à l'intérieur et à l'extérieur, il est exceptionnel. Et là, je termine ça et bon, beaucoup de pleurs, beaucoup de temps pour me remettre aussi. Et très rapidement quand même une envie pour me dire « Ah, en fait, je veux repartir ». Et tu dis justement que tu as envie de repartir marcher, donc ça nourrit en toi quelque chose de puissant, de plus grand. Qu'est-ce que l'expérience de la marche, elle t'apporte? Qu'est-ce que tu comprends de cette expérience-là? Qu'est-ce qui nourrit au final cette envie de repartir marcher? Je crois qu'elle m'apporte dans beaucoup de dimensions différentes, à beaucoup de niveaux différents. Déjà, de passer du temps simplement les pieds au sol à marcher, ce mouvement naturel qui ramène juste à l'essentiel en fait, à ce qu'on a de plus basique et de plus essentiel, vraiment ce qui fait notre essence à nous, d'être dans notre corps, de le mettre en mouvement simplement. Il y a autre chose qui joue avec ça, c'est le fait d'être en bivouac dans cette espèce d'autonomie où on a notre nourriture, on a tout ce temps qui est en fait dans la nature. Le moment le plus loin avec la nature, c'est un moment où on est juste séparé par un bout de tissu, la toile de tente. Il y a toujours les bruits, il y a toujours même la sensation du vent. À cette époque, je vivais en ville, vraiment en grande ville, à Lyon. En fait, la nature, c'est nous, c'est une reconnexion à nous-mêmes. Moi, je le vis comme une reconnexion à moi-même. C'est ça qui est hyper puissant pour moi. Une découverte de moi, en fait. Je me découvre en marchant dans la nature, dans cette forme d'immersion. Ouais, donc là, ça devient de l'ordre du besoin essentiel, de dire si j'ai envie d'être bien avec moi-même, dans mon corps et tout, il faut que je parte marcher. C'est un besoin essentiel dans le sens où, ouais, c'est clair, il m'est fondamental pour être bien. Néanmoins, il n'est pas toujours encouragé et c'est un effort de se dégager des espaces pour le faire. C'est un effort, c'est pas quelque chose de naturel. Enfin, en tout cas, c'était un effort au début. Maintenant, ça m'est de plus en plus naturel. Ouais, en tout cas, je comprends que les premières fois, ce soit carrément un effort. Pour moi, ça a été le cas. Mais que ça devrait être essentiel. Et ce retour à... C'est vrai qu'on est un peu dans une frénésie à faire, vouloir faire, toujours des projets, à aller rapidement, à être dans sa vie comme un hamster dans sa roue, à faire, sans sortir de la roue et voir en fait dans quelle direction on court, dans quelle direction va la roue. Et ces moments de marche, pour moi, c'est comme si je sortais de la roue, en fait. Je sors de la roue et je ralentis et je regarde, en fait, ok, là, jusque-là, j'ai couru, mais dans quelle direction j'allais? Et puis, c'est un petit moment de réajustement. Forcément, il y a toujours des petits réajustements à faire. Et ces moments de marche sont là pour me permettre ces réajustements et reprendre une direction qui me convient encore plus. Et du coup, ça donne envie de réorganiser un nouveau voyage à pied, cette fois-ci dans des conditions, on va dire, plus froides, plus d'isolement aussi, parce que tu m'expliquais en off que dans le Cotentin, au final, quand tu faisais du bivouac, c'était dans des espaces qui n'étaient pas forcément très isolés du reste des humains. Et donc là, tu avais envie d'expérimenter plus ça. Et donc, tu te lances dans un voyage à pied où tu suis la ligne de partage des eaux de Lyon jusqu'à Montpellier, en passant par les Cévennes. Comment se passe ce nouveau périple et pourquoi cette volonté d'expérimenter plus le froid et l'isolement? C'est vrai qu'en sortant du Tour de Cotentin, c'était clair pour moi que je voulais repartir. Et c'était aussi clair que j'avais envie de repartir dans des conditions différentes. J'aime l'idée de tracer mon propre itinéraire, de créer. Il y a quelque chose de l'ordre de la création aussi. Et de faire quelque chose de très simple, qui me correspond à moi, qui n'est pas forcément parcouru par beaucoup de personnes, mais qui me correspond au mieux. Et là, l'idée d'aller dans des territoires un petit peu plus reculés, isolés, dans des conditions qui étaient peut-être moins estivales, moins confortables, j'avais envie d'aller explorer un petit peu l'inconfort aussi sur cette forme-là. Et il se trouve qu'un week-end à Montpellier, chez des amis, je vois devant chez eux un balisage blanc et rouge, le balisage des sentiers de grande randonnée, des GR. Et comme pour me préparer au Tour du Cotentin, j'avais énormément marché à partir de Lyon, à partir de chez moi, je savais que des GR partaient de chez moi. Et me vient l'idée, au retour de mon week-end de Montpellier, de me dire « Et si j'allais chez mes amis à pied, de chez moi, à pied à Montpellier ?»
Et je découvre la notion de ligne de partage des eaux que je connaissais pas. Une ligne de partage des eaux, c'est une ligne fictive. Déjà, ça n'existe pas pour de vrai sur le terrain. C'est plus une ligne géographique, topographique même. En fait, c'est une ligne qui sépare deux bassins versants. Un bassin versant, c'est toute la zone sur laquelle, quand il pleut, l'eau va venir dans un même fleuve, dans un même cours d'eau ou dans une même mer. Par exemple, le bassin versant de la mer Méditerranée, le sud et l'est, grossièrement, quand il pleut sur cette partie-là de la France, l'eau termine dans la mer Méditerranée. À l'opposé, quand il pleut dans l'ouest de la France, l'eau terminera dans l'océan Atlantique. Chaque mer, chaque rivière, chaque ruisseau a donc un bassin versant. Et donc la France est séparée en deux par deux bassins versants, Méditerranée et Atlantique de l'autre côté. Et la ligne, il y a donc une ligne fictive de partage des eaux qui sépare les eaux méditerranéennes des eaux atlantiques. Cette ligne de partage des eaux, c'est donc un enchaînement de cols, beaucoup de cols et de sommets, et qui passe donc à l'ouest de Lyon et qui descend, qui coupe les Pyrénées en deux aussi, qui continue après, bien sûr en Espagne, même jusqu'au Maroc. Cette expérience de Lyon à Montpellier a été exceptionnelle pour moi. J'y ai vécu des événements inoubliables. J'en ai deux en tête. Je suis partie début mai. Je voulais partir initialement en hiver, et puis c'était en 2021, donc il y avait eu des confinements avec des restrictions géographiques. J'étais pas partie en hiver, j'avais entendu que les restrictions soient levées. Et je pars au mois de mai, tout début mai. Mes 4 premiers jours, quasiment, il pleut. Et puis je vois que le 11 mai... date inoubliable. Le 11 mai est annoncé vraiment beaucoup de pluie, orage. Ce jour-là, je suis au Mont Mézinc. En gros, mon itinéraire, donc, c'est de partir de Lyon à l'ouest, donc de traverser les monts du Lyonnais. Après, je descends, je traverse tout le massif du Pilat. Ensuite, les monts d'Ardèche. Enfin, les Cévennes, quand tu me l'as dit. Et après, je rejoins Montpellier. Et là, je suis au niveau du Mont Mézinc. Donc là, c'est en Ardèche. Et le matin, je me réveille dans ma toile de tente, il commence à pleuvoir, et au bout d'une heure de marche, je pense à peine, tout est ruisseau en fait. Le sentier, c'est plus un sentier de terre, c'est devenu un ruisseau. Donc je marche à côté des sentiers, ça glisse, c'est que de la boue, je suis trempée. Alors faut m'imaginer, je suis couverte avec des sacs poubelles, parce que ayant vu cette prévision, la veille, j'avais vu des gars sur un chantier, je leur avais demandé s'ils avaient des sacs poubelles à me prêter. Et j'avais récupéré des sacs poubelles, donc j'en ai un à ce moment-là sur la tête, un autre sur les épaules, par-dessus donc ma veste en Gore-Tex, par-dessus le sursac de mon sac. Et en fait, tout ça vraiment au bout d'une heure, tout ça a transpercé au bout d'une heure et demie, donc je suis frigorifiée et trempée jusqu'aux os. Je comprends vraiment cette expression d'être trempée jusqu'aux os quand l'humidité commence à traverser la chair et arrive à l'intérieur du corps. Et pareil pour le sac à dos, ça commence à rentrer à l'intérieur du sac. Et au bout de 2 ou 3 heures de marche, je trouve un abri. Donc il faut vraiment s'imaginer que c'est le déluge. C'est tout gris autour de moi, je vois pas beaucoup, ça pleut. Je suis pas très loin d'une route, il n'y a pas de voiture qui passe. Et je me mets sous cet abri, donc j'enlève tous mes vêtements, j'essore. Je me souviens essorer une chaussette. Et j'essore ma chaussette, ça dégouline encore d'eau. Et là, je prends contact avec mes amis et je leur explique la situation. J'ai tellement pas envie, enfin c'est même pas que j'ai pas envie, c'est inenvisageable pour moi de prendre une voiture, de faire du stop. Je me suis mis en tête que j'irais à Montpellier à pied, et à ce moment-là, je suis pas capable d'envisager autre chose que d'aller à Montpellier à pied. Et même pire, à ce moment-là, je suis pas capable d'envisager autre chose que d'aller à Montpellier à pied et en bivouac. Discussion avec les amis qui me ramènent un petit peu à la réalité et à trouver quelque chose qui me convienne, à m'ouvrir sans doute un petit peu de moi ce que j'avais en tête, un petit peu borné et obstiné comme ça, et à me dire mais est-ce que tu peux pas trouver quelque chose qui est ouvert dans lequel tu pourrais dormir, avoir la nuit en dur quoi, parce que de toute façon tout est déjà trempé là. Ce que je finis par trouver, c'est 10 km plus loin, donc j'aurais quand même fait 20 km ce jour-là à pied. Je trouve une auberge qui peut pas me donner à manger du fait de restrictions, mais de toute façon j'avais pas le besoin, mais par contre qui peut m'héberger pour la nuit. Et là j'arrive effectivement, et ce qui est assez fou, c'est que les 10 km qu'on suit cette prise de décision pour aller jusqu'à l'auberge, je les vis, alors c'est toujours un déluge incroyable, mais je les vis en me tapant des barres, en rigolant, en kiffant, avoir l'eau, vraiment ce déluge, cette solitude, alors que je suis dans un coin. J'arrive juste au niveau du Mont Gerbier-Jejon, je le traverse sous l'eau, là aussi, c'est un coin qui est touristique, il n'y a personne.
Et j'arrive à mon auberge où je passe une nuit au chaud. Ça, c'est un sacré souvenir. Et c'est seulement, je crois, plus d'1 an plus tard que je me rendrai compte qu'en fait, cette journée-là, ça a été le record de pluie de tous les temps enregistré à Lyon. Record de pluie en 24 heures, le 11 mai 2021. Je crois qu'il a plu 106 mm de pluie, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'existence des outils de mesure. Ouais, c'est complètement dingue. Et le deuxième truc dingo qui m'arrive, c'est quelques jours plus tard, j'ai mes amis qui sont comme une base arrière pour moi, c'est-à-dire à qui je donne des consignes quand je pars comme ça seule, des consignes très précises, déjà qui ont mon tracé. Et la consigne, c'est par exemple, si vous n'avez pas de nouvelles de moi après 24 heures, vous appelez la gendarmerie de tel département. Et des consignes très précises pour que la responsabilité ne soit pas sur ces personnes, mais que ce soit bien moi qui ai donné l'indication et qu'elles n'aient pas de stress en fait à savoir quoi faire. Plus c'est clair, moins elles vont avoir de décisions et de stress de leur côté. Et là, c'est cette base arrière d'amis me dit Angélique, il se passe un truc de fou dans les Cévennes. Il y a quelqu'un qui est soupçonné d'avoir tué 2 personnes, un double homicide, et il s'est enfui et il est recherché. Et sa zone de recherche, c'est là où tu vas passer. Donc moi, sur le coup, pareil, dans l'état où je suis, un petit peu détachée de tout, tellement immergée dans la nature, je prends ça avec beaucoup de recul en disant wow, les filles, elles s'affolent. Et puis finalement, quand j'approche de la zone, j'entends beaucoup d'hélicoptères, je vois beaucoup de fourgons qui passent. Et là, je me dis, ah non, c'est sérieux cette histoire. Et là, pareil, je commence à envisager les différentes options. Et la veille déjà, avant de potentiellement traverser cette zone, je décide d'aller dans un camping pour discuter avec des gens sur place et tâter un petit peu le terrain, les avis. Les avis sont très divergents, j'appelle aussi l'office du tourisme. Et au final, le lendemain, je me dis, j'y vais, j'ai étudié plusieurs options et je décide de le faire un petit peu au feeling. Et quand j'arrive à un croisement qui est un peu déterminant, je me sens mieux de prendre le chemin que j'avais choisi initialement, qui longe effectivement la zone de recherche. Et je choisis de longer la zone de recherche, ce qui me génère beaucoup de stress. Je me souviens que pendant cette période, ça dure à peu près 2 heures, c'est dans la montée du mont Égual, un des monts les plus hauts des Cévennes. Et je monte à toute allure. J'ai faim, j'ai soif, mais je ne m'autorise pas à m'arrêter parce que j'ai vraiment cette image de ce fugitif qui va débarquer à tout moment, qui peut débarquer à tout moment et m'agresser ou je ne sais quoi. Il est armé en plus potentiellement. Donc j'ai vraiment cette image dans ma tête amenée par des peurs. Hein. Et donc il me fait monter à toute allure. Et une fois que j'arrive là-haut, à des endroits où il commence à y avoir plein de monde, un énorme relâchement dans mon corps. Et là, une grande... comme un moment où tout retombe et les douleurs aussi. Et là, un énorme moment de fatigue, d'épuisement. Mélangé à une satisfaction d'être encore en vie. Ouais, un peu initiatique comme expérience au final, avec ces 2 événements. Et au final, ça t'a pas fait trop peur non plus, parce que t'as quand même décidé de continuer à partir marcher à pied, d'expérimenter toujours plus l'itinérance, de continuer à expérimenter l'inconfort pour mieux te sentir vivante. Et donc, par la suite, tu te lances dans d'autres aventures. Il y a cette aventure de 12 jours en hiver de Lyon jusqu'aux sources de la Seine en Bourgogne, la descente de la Dordogne en kayak, en autonomie, et la traversée de la Laponie suédoise en hiver à ski avec ton compagnon. Est-ce que tu veux nous parler un peu brièvement de ces expériences ? On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ces expériences ? Qu'est-ce qu'elles t'apportent au final ? Sur ce qui est le plus essentiel, déjà, le Lyon-Montpellier, c'est vrai que ça a été très inconfortable, mais je repars avec l'envie de repartir. Et c'est pas pour un côté maso. C'est en fait, c'est de me dire, mais en fait, j'ai vécu tellement de joie, parce que là on a parlé des moments de galère, mais des joies énormes, à me réveiller dans des endroits dingues, à me dire mais moi avec mon petit corps je suis capable de faire ça, c'est dingue. En fait c'est un booster de confiance mais simple, parce qui ramène aussi plein d'humilité et qui vient te replacer, et en fait moi ça me met bien à ma place, en fait, bien à ma place, et une place qui est plus juste. Et là par exemple, ça me permet de me rendre compte que j'avais des croyances, des peurs qui étaient exagérées et que j'étais capable d'y aller avec mes peurs, et de voir par exemple pour l'anecdote que je viens raconter sur les 2 heures que j'ai vécues en longeant cette zone où il y avait un fugitif. En fait, c'est juste moi et mon imaginaire qui s'est créé tout ça. J'aurais pu le vivre de manière très pisse, en prenant plus mon temps, en m'arrêtant pour boire
simplement en faisant des pauses et en traçant pas jusqu'à me rendre malade quand j'étais arrivée là-haut, quoi. Donc je savais que j'avais encore plein d'apprentissages à faire et je dirais que la plupart de mes aventures après, elles se sont orientées en fonction de ça pour m'apprendre à aller plus dans une forme de lenteur et encore plus dans le plaisir, dans mes expériences. Et le Lion, source de la Seine, donc je l'ai fait là en plein hiver. Il y avait une partie qui était dans le Morvan, dans le froid, les températures négatives, beaucoup de solitude aussi. Mais j'ai que des souvenirs qui en sont assez doux en fait. Pareil, j'ai marché en moyenne 40 km par jour et pour autant ça s'est fait dans la douceur. Parce que c'était plus un prérequis pour moi et je me suis organisée pour que ce soit plus facile. Et cette idée de plus en plus trouver du confortable dans l'inconfortable. Il y aura du difficile, il y a des choses qui nous échappent dans tous les cas et les conditions extérieures font qu'il y aura du difficile dans la vie, dans ces aventures. Mais je peux y ramener du doux, de la lenteur, du plaisir, de la joie. Et ça a été ça mes apprentissages dans le Lion, source de la Seine, dans ce moment on a descendu la Dordogne en kayak avec mon frère, qui était joyeux forcément, on est dans un esprit de fratrie. Avec mon compagnon, la Laponie, avec ses températures négatives qui auraient pu être jusqu'à moins 30 à la période où on y allait, finalement on a eu du moins 10 ou moins 15, je ne sais plus, au plus bas. Là aussi en autonomie, dans nos toiles de tente. Pareil, comment ramener de la joie, avoir de la joie, malgré le stress et les peurs, du froid que ça peut amener. Voilà, le reste de mon chemin, ça a été à partir de ça, de cultiver, nourrir encore plus, trouver encore plus de plaisir, de joie, de lenteur dans ces aventures. Ouais, c'est sur la base justement de ces fondements-là que l'année dernière, de fin avril à juin 2024, tu te lances dans un plus grand périple, 2 mois de marche, en Suède. Donc le retour aussi en Suède, le retour au froid et le retour aussi au lien avec l'eau, parce que tu décides de longer la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord et la mer Baltique pendant ces 2 mois. Donc c'est une expérience sur laquelle on va s'attarder un peu plus. Comment est venue cette idée de la Suède, de cette ligne du partage des eaux et de ce périple? J'avais adoré l'idée de marcher sur une ligne de partage des eaux, donc un endroit fictif, ça donne du sens. Moi, de me dire qu'importe où je suis dans le monde, je suis dans un bassin versant. Qu'importe où on est relié à un cours d'eau. On est relié à un cours d'eau, on est relié à une mer, dans tous les cas, en fait. Et le territoire, il peut se définir par ça. On pourrait très bien se définir comme je suis relié à tel cours d'eau. Tout ce que je vais faire, en fait, ça a l'influence sur tel cours d'eau. Cette reliance au territoire par le cours d'eau, elle m'est énorme. Et je savais que j'avais envie de repartir pour un périple plus long, pour pouvoir expérimenter justement, est-ce que je suis capable de trouver maintenant du plaisir, de la lenteur, de la joie sur une si longue période. Et je sais pas, un jour, cette idée de... Mais en fait, il y a des lignes de partage des eaux, pas seulement en France. Et si j'allais voir ailleurs? Et là, j'ai ouvert une carte. J'étais particulièrement attirée par les territoires scandinaves depuis que j'y étais allée en Laponie notamment, par la facilité d'y bivouaquer, par ce que j'ai retrouvé un peu aussi en Tasmanie et en Australie, cette grandeur des territoires et du sauvage et de l'imaginaire qui peut s'y dérouler. Et du coup, ça a été une évidence quand j'ai ouvert la carte des lignes de partage des eaux de l'Europe, de me dire c'est ce bout-là que je veux faire. Ce bout-là, en l'occurrence, c'est la ligne de partage des eaux entre donc, la mer du Nord et la mer Baltique, donc qui commence en Suède et qui remonte, qui longe la frontière entre la Suède et la Norvège et qui s'arrête à peu près au milieu de la frontière entre Suède et Norvège, puisqu'après il y a la mer norvégienne. Donc là, on entre dans un autre bassin versant, une autre ligne de partage des eaux entre la mer norvégienne et la mer Baltique. Donc cet itinéraire, il m'a fallu le tracer déjà, puisqu'il n'y a pas de chemin qui existe qui suive comme ça la ligne. Vraiment, ce qui me tenait à cœur aussi, et pour respecter moi, mes valeurs, c'est de ne pas traverser des bois là où il n'y a pas de sentier, de ne pas aller traverser un marécage là où il n'y a pas de sentier, du moins autant que je le peux. Et du coup, avant de partir, j'avais défini mon itinéraire sur la base de sentiers qui étaient déjà existants, sur la base de cartes. Des sentiers, des chemins, même des routes, tout ce qui était déjà tracé pour l'humain, de pouvoir suivre la ligne de partage des eaux au plus proche en utilisant ces voies qui étaient déjà tracées par l'humain. Et ce périple à pied, il est découpé un peu en plusieurs chapitres, en plusieurs tronçons. Tu démarres ton chemin à Göteborg. Et comment se passent justement ces premiers jours ?
Avant même Göteborg, je vais faire une halte qui est intéressante, qui est d'ailleurs sur mon chemin parce que j'y vais en train et en bus. Je vais de l'autre côté des deux mers et au nord du Danemark, la pointe Skagen, où on voit la rencontre des deux mers. L'endroit où la mer Baltique rencontre la mer du Nord. Et je vais à cet endroit et j'essaie de mettre un pied dans les deux mers. Donc on voit effectivement les vagues qui se rencontrent et les couleurs qui sont un petit peu différentes. Les couleurs des mers qui sont un petit peu différentes parce que leur teneur est différente. Et en fait, ça marque un peu le début de mon voyage parce que là, je suis dans la séparation entre les deux mers et je vais continuer cette séparation, mais qui va se faire après sur Terre. Mais c'est la continuité finalement. Après, effectivement, je démarre à Göteborg. Différentes phases dans ce périple donc, qui fera aux alentours de 1100 km. Petit à petit, je m'éloigne de la ville. Il y a une première phase où je suis sur un sentier qui est balisé, où là, je rencontre d'autres randonneurs. Alors, pas chaque jour, mais assez régulièrement. Donc, assez facile. En tout cas, par rapport à mon expérience que j'avais d'avant, je m'y sens assez à l'aise. Et puis, j'arrive après sur donc à peu près 300 km, je pense, il me semble. J'arrive sur une deuxième phase où là, c'est une phase que j'ai dessinée moi-même. Alors là, c'est parfois des routes, parfois des chemins, parfois des sentiers. J'ai prévu tout ça sur la base de cartes où j'ai essayé de recouper des informations. J'avais des cartes papier, j'avais des cartes que j'avais étudiées avant sur ordinateur. Et je me retrouve à un moment dans une situation où... Je sens un truc, je regarde sur ma carte le lendemain ce que je dois faire. Je sens, je sais pas, ça sent pas bon cette histoire. Mais je vérifie, sur ma carte papier, il y a un sentier. Et sur Maps.me, l'application, là, il y a un sentier aussi. Je me dis, il n'y a pas de raison de t'inquiéter, Angélique. Et le lendemain, je pars de mon bivouac, je commence ma journée de marche. Je suis d'abord sur un grand chemin large, donc un chemin qui est encore carrossable. Et puis petit à petit, le chemin est plus carrossable du tout. Et à un moment, ça devient vraiment un sentier. Et puis, quelques heures plus tard, en fait, il n'y a plus du tout de sentier. Et je me retrouve... Donc, je regarde les options pour faire demi-tour. En fait, ça me fait des heures et des heures à rallonger. Et je me retrouve exactement dans la situation que je voulais à tout prix éviter, à savoir, là, je vais traverser des territoires où, clairement, il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont passés, des territoires où il y a beaucoup de vie autre qu'humaine. Et ça m'en rend dingue. Et en plus de ça, rajouter la fatigue, le fait que c'est hyper difficile de progresser parce qu'on est sur un endroit qui est bien vallonné, bien escarpé. C'est très dense en termes de végétation, donc c'est pas de la forêt, mais c'est buissonneux. Il y a du pin, des grandes branches que je me prends dans la tête, et puis c'est marécageux en plus. Donc il y a cette végétation, et en plus au sol ça s'enfonce, et il y a des moustiques partout. Donc je ne peux pas m'arrêter, je me fais piquer dès que je m'arrête. Avec mon châle, je ventile de l'air autour de moi pour éloigner les moustiques, et je me retrouve dans cette situation. Et après 2 heures de marche qui me paraissent interminables, je finis par m'en sortir et par rejoindre une route. Mais ça restera un souvenir aussi marquant et éprouvant, avec beaucoup de fatigue. Et après, je veillerai là, un petit réajustement pour me dire non, ça c'est vraiment ce que je veux pas. Par la suite, je veillerai à vraiment éviter encore plus ces moments où je suis hors sentier. Il y a une autre phase après dont j'aimerais parler parce qu'elle a été très secouante pour moi. C'est une troisième phase. Là, à nouveau, je repars pour 250 km. Donc là, je suis à plus de la moitié de mon périple à pied. Je repars pour 250 km que j'appréhendais beaucoup par avance. Je savais que ce serait le moment qui pourrait être très inconfortable parce que je traverse un territoire qui est très déserté. Et là, c'est que de la forêt, des immenses forêts sur la frontière entre Norvège et Suède. Ça s'appelle le Finnskog. En fait, c'est un territoire où il n'y a pas eu d'implantation ni norvégienne ni suédoise, mais c'est des Finlandais qui sont venus s'installer au XVIe siècle, des paysans finlandais, parce qu'il manquait d'espace sur leur terre, et Suédois et Norvégiens ont fait comme un accord pour pouvoir les accueillir ici, ce qui les arrangeait, parce que c'était pas non plus exploité cet espace. Ils ont pu l'exploiter parce qu'ils avaient une technique de culture qui était de brûler les parcelles, ce qui permettait de faire un peu des prairies, et puis voilà, ils avaient leur ferme, puis un bout de prairie au milieu de la forêt. Ces fermes ont été abandonnées, mais ont connu un peu une seconde vie, puisqu'au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un haut lieu de résistance, et un endroit où on a fait beaucoup passer de réfugiés de la Norvège qui était occupée, si je dis pas de bêtises, et de la Suède qui était neutre, si c'est pas l'inverse, c'est dans ce sens-là, et donc beaucoup de réfugiés qui sont passés de la Norvège vers la Suède. Donc il y a une empreinte
Sur ce territoire, il y a une empreinte de ça, avec de temps en temps des panneaux qui rappellent les choses qui se sont passées. Il y a un endroit où je suis passée qui a été une ancienne cabane où il y avait des résistants qui ont été trouvés, qui ont tous été assassinés de manière affreuse. Je me souviens le soir où je me suis couchée après cette nuit, avoir fait des cauchemars horribles où on m'arrachait les ongles, ou des cauchemars de torture, quoi. Et je crois qu'en tout cas, quand je suis comme ça en immersion pendant longtemps dans la nature, j'ai l'impression d'être plus sensible à ce qui se passe autour de soi et à complètement être imprégnée, sans filtre. Et là, ça se ressent en particulier sur ce territoire. Et il y a autre chose qui vient jouer à ça, c'est que les peuples finlandais qui sont installés au XVIe siècle avaient des pratiques chamaniques. Et cette croyance d'animisme, quoi, tout dans la nature vit, chaque chose a une âme. J'avais l'impression de le ressentir aussi quand je marchais, que le vent, que les mouvements de la végétation, qu'un élan que j'ai croisé, que tout ça vivait aussi. Et ça amène des choses très fortes. Ouais. Énorme souvenir de cette période et cette sensation d'oppression de la forêt toujours autour de soi. Il y a un moment où je suis arrivée à un point de vue et je me suis souvenue qu'on pouvait voir au loin, ce que j'avais complètement oublié parce que j'avais passé une dizaine de jours vraiment avec juste une vision à quelques mètres parce que j'avais de la végétation partout autour de moi. Et tu m'expliquais que malgré tout, même après tes expériences précédentes, la nouveauté de ce périple te fait pas forcément échapper aux peurs. Tu enchaînes des distances folles et celles-ci sont guidées un peu par la peur, c'est ce que tu m'expliquais. Peur de faire des mauvaises rencontres, que ce soit avec un ours ou bien avec des humains. S'arrêter, c'est être vulnérable, c'est faire face au vide, faire face justement à ces peurs. Donc tu expérimentes un peu cette fuite en avant et justement quand tu arrives dans cette région du Finnskog, alors que tu n'as pas croisé grand monde depuis un moment, tu fais des rencontres. Est-ce que tu veux nous en parler ? Et nous dire un peu quelles étaient tes peurs à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est joué aussi avec ces rencontres? Une journée, je croise pas grand monde, je longe des lacs, c'est magnifique. Il y a toujours donc ces grandes forêts de conifères dans lesquelles je suis. Et là, il y a des lacs. Donc les lacs, c'est génial parce qu'on arrive à un endroit qui est ouvert, où on peut regarder au loin, qui est dégagé. Peut-être où il y a un peu de vent, ça ventile. Ça peut être des endroits où il y a aussi moins de moustiques. Et là, je termine ma journée. J'ai repéré un abri pour poser ma toile de tente à côté, une cabane en bois qui est indiquée sur une carte, une cabane ouverte, un abri assez simple, rudimentaire. Et je m'approche de l'abri et je vois au loin un pêcheur, un monsieur âgé et puis un autre. Et j'essaie de leur parler, ils comprennent pas l'anglais. Il y en a un, on n'arrive pas à communiquer, et l'autre, il me dit juste « je parle allemand ». Et moi, je ne parlais pas allemand. Bon, ça s'arrête là, je continue de marcher. Et là, j'arrive à la cabane. Et en arrivant à la cabane, il y a de la musique à fond. Il y a une musique à fond, une musique très forte, à ce moment-là, qui m'agresse, en fait. Poum, poum, poum. Et je vois deux hommes assez jeunes, enfin, trentaine, quarantaine. Je vois des canettes de bière partout, tout autour de la cabane. Il y a du bazar, il y a des seaux, il y a donc ces canettes. Il y a une couverture qui est dans la cabane. Et donc ces deux hommes sont en train de monter dans un bateau à moteur sur le lac. Et donc là, ils me voient arriver. Ils sortent de leur bateau et ils viennent vers moi. Et là, moi, je me dis, mon Dieu, en fait, je ne vais pas pouvoir rester là cette nuit. Qu'est-ce qu'ils font là ? Est-ce que je suis en danger ? Il y a tous mes réflexes, je sais pas si c'est des réflexes ou des choses que j'ai développées, mais qui se mettent en place sur comment je peux me sécuriser là. Donc je me souviens, les deux personnes que j'ai eues avant, qui sont des personnes âgées, en qui je me sens plus en confiance quand il y a des personnes âgées. Je me dis pour l'instant, ok, je les sens ok, les deux gars, et donc je les laisse venir, on commence à discuter. Et en fait, petit à petit, je me rends compte qu'ils sont beaux-frères. Et puis, l'option qui se présentait à moi, c'était un peu ignorer, parler très rapidement et dire « bah non, je continue mon chemin ». Mais moi, j'étais fatiguée, depuis le début, j'avais repéré cet abri. Et peut-être qu'à une époque, j'aurais dit « non, je passe mon chemin, je vais trouver un autre endroit, je serai dans la forêt, je ne serai pas le long du lac, oui, ça va être chiant, mais je ne prends pas ce risque-là parce que mes peurs auraient été trop grandes ». Par rapport à ça, j'aurais préféré être inconfortable plus loin en bivouac, peut-être sans eau, ou m'organiser différemment. Là, j'avais envie de me dire, en fait, ok, t'as tes peurs, mais va
au-delà, avec les peurs, comment je peux continuer à explorer et peut-être aller voir ce qui se trame un petit peu pour de vrai aussi, un petit peu aller au-delà de mon imaginaire et tout ce que ça a généré. Et en fait, je me rends compte que, certes, ils sont un petit peu alcoolisés, mais qu'en fait, ils sont en famille et que les 2 autres hommes, c'est leur père et beau-père. Et qu'en fait, ils sont hyper admiratifs quand ils comprennent que je marche toute seule et qu'ils sont autant surpris que moi. Et je pense qu'ils me trouvent encore plus dingue que moi, je ne les trouve dingues. et petit à petit, je me dis, ok, là, je me sens en confiance. Et finalement, on passe l'après-midi ensemble. Eux, ils dorment pas là, ils sont venus en voiture, en fait. Et ils repartent dormir dans un village, dans un gîte plus loin. Ce qui est rigolo, c'est que au moment pour eux de partir, ils me préparent un super dîner, le meilleur dîner que j'aurais mangé sur tout ce périple, puisque moi, je suis abonnée à la semoule, à la purée. Il faut savoir que quand je m'arrête, quand je trouve une épicerie, c'est vraiment les choses très basiques. Donc, c'est semoule, purée, et pas beaucoup d'autres choix. Et là, donc, j'ai super repas avec du riz, avec des petits champignons, des petites épices. Et je me fais servir et tout, c'est génial. Et quand ils repartent, en fait, il y a 2 hommes qui arrivent sortis de nulle part en moto. 2 Estoniens. Et là, c'est rigolo parce que ces 4 personnes commencent à s'inquiéter pour moi. Et là, retournement de situation. Ouais. Et ils m'offrent de dire à tout moment, on vient te chercher, tiens, voilà notre numéro si jamais t'as un souci. Donc, se laisser la place quand on le sent et quand on a les ressources pour se laisser la place pour, aller voir un petit peu au-delà de ce qu'on s'était imaginé a priori, quoi. C'est énorme. Et là, ça reste un souvenir énorme, en fait. Super intéressant parce qu'au final, de voir après toutes ces expériences comment tu transformes ces peurs en te disant je garde quand même l'esprit bien attentif et j'essaye de mesurer et de voir est-ce que mes peurs sont réelles ou fictives ou qu'est-ce qui joue là parce qu'effectivement les risques peuvent être présents et en même temps si on se dit que les risques sont présents tout le temps et ben des fois c'est pas toujours on va dire réel et ça peut clairement entacher ton expérience, etc. Comment tu vois l'évolution justement de ton rapport à ces peurs et comment tu arrives à les transformer pour essayer d'être attentive à ce qui joue et pouvoir aussi avoir confiance en les rencontres que tu peux faire et qui peuvent t'apporter aussi. C'est énorme comme sujet. Pour moi, c'est énorme. Déjà, ce qui me paraît fondamental, c'est la peur, elle est là, dans tous les cas, elle est réelle, dans le sens où elle est vécue pour de vrai, dans le corps, pour soi. Donc, dans tous les cas, elle est réelle. Il n'y a pas de jugement à avoir. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que le danger, il est réel ou il n'est pas? On s'en fout, la peur, elle est là. Donc, ça, l'accueillir. Et c'est vraiment essentiel. Tant qu'il n'y a pas l'accueil de cette peur, tant qu'elle est d'une manière ignorée, où on cherche à la dépasser à tout prix, tant qu'on ne fait pas avec, pour moi, on n'en tire pas les enseignements de la peur. La peur, elle a plein de choses à nous dire. Elle porte des messages, comme toute émotion, elle porte plein de messages qui sont hyper intéressants. Donc elle est là, et maintenant, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? De quoi j'ai peur? Est-ce que c'est une peur qui est vraiment viscérale, comme certaines que j'ai racontées là, certaines rencontres où j'ai pu avoir des peurs? Est-ce que c'est une peur où je peux la rationaliser? Il y a des peurs comme ça, la peur du froid par exemple, que j'avais lors de mes premières aventures. Je me suis rendu compte que je pouvais la rationaliser. Là, c'était pas viscéral. En me préparant mon corps, en prenant des douches froides, avec des exercices de respiration, avec le yoga, en m'exposant au froid, en passant de plus en plus de temps dehors par grand froid, mon corps se prépare à ça. Et donc ça, je peux l'aborder de manière plus rationnelle, aussi en me formant sur les premiers secours, savoir quels sont les signes d'hypothermie. Pour les autres peurs, plus viscérales, oui, là, c'est mettre de la conscience dessus, passer du temps avec. Pour moi, ça a été ça, mon chemin. Ok, là, j'ai conscience, j'ai une peur qui naît, et renouer avec son intuition. Et se dire, ok, j'ai la peur. Est-ce que là, je sens que j'ai la peur, mais je peux y aller, j'ai un truc à découvrir. Et puis, j'ai toujours l'option de partir. Est-ce que là, je sens que c'est ok, ou est-ce que là, c'est pas safe. Vraiment faire confiance à son intuition. Il y a un autre truc qui m'a aidée dans ce cheminement-là, c'est d'inverser les rôles, de sortir de moi. En fait, je me suis rendu compte que longtemps, je me suis vue comme une proie, en tant que femme, sans doute en particulier. Que quand j'étais dans la nature seule, j'étais une proie. Avant tout, moi, je me sentais comme une proie.
Et je me souviens d'une fois où je faisais un bivouac dans le Pilat et je pose ma tente, c'était en hiver. La nuit commençait à tomber, je pose ma tente, c'était le long d'un sentier mais j'avais pas trouvé mieux. Je me disais, on est en plein hiver, c'est le long d'un sentier, il n'y a plus personne qui va passer, la nuit commence à tomber, c'est safe. Et là, j'entends un bruit au loin qui se rapproche et je vois 3 motocross, un premier qui passe devant moi, un deuxième, un troisième, 3 mecs qui passent devant moi comme ça et qui me voient toute seule devant ma toile de tente. Je me dis mais c'est pas possible. Et en fait, donc après j'y repense pendant toute la soirée, toute la nuit, etc. Je me dis mais donc là pareil, l'imaginaire qui commence à partir en vrille en disant mais est-ce qu'ils vont pas revenir, ils ont vu que t'étais tout seul. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais en fait, ces gars, ils ont eu peur. Dans le regard du dernier, j'ai eu un truc genre, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette nana? On est en plein hiver, ils ont eu de la surprise, ils ont eu de la peur. Et de me rendre compte que, en fait, je pouvais faire peur moi aussi, que j'étais pas seulement une proie, que je pouvais être une forme de prédatrice aussi. En tant que femme, je pouvais faire peur, je pouvais passer pour quelqu'un de complètement dingue aux yeux de certains ou de certaines, et que ça, c'était une force. Je pouvais être folle. Je me souviens d'une anecdote de Sarah Marquis, qui expliquait qu'elle, je crois que c'est en Mongolie, où elle était harcelée comme ça par les hommes, je crois que c'est le soir. Et en fait, une des stratégies qu'elle avait, c'était de se faire passer pour une dingue, pour une grande folle. Elle faisait des trucs de fou, des mouvements, elle criait, elle hurlait et tout. Et en fait, les mecs, ils finissaient par avoir peur, beaucoup plus peur. Et ça, c'est un basculement complet, de se dire, ok, je suis pas seulement une proie, mais je peux faire peur aussi, je peux être une prédatrice et je peux par exemple rendre complètement dingue et effrayer. Et ça m'a bien aidé aussi. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser aussi un peu à la figure de la sorcière dans l'imaginaire collectif et tout, et qui est une figure qui peut être aussi utilisée par les mouvements féministes aussi pour essayer de se réapproprier sa puissance et sa force justement aussi. Donc c'est carrément intéressant d'entendre ton ressenti là-dessus. Et justement, le fait de te réapproprier un peu ces peurs, ça te permet d'apporter un peu plus de lenteur à ton voyage, et c'était aussi ce que tu recherchais. Tu m'expliquais que c'était un de tes mantras que tu avais pour ce voyage, de te dire keep it slow, essaye d'apporter un peu de lenteur et de douceur à chaque moment. Et le fait justement de pouvoir mieux gérer ses peurs, ça te permet d'être moins dans une fuite en avant, un peu moins petit à petit aussi dans le fait de parcourir beaucoup de kilomètres chaque jour et de marcher vite, etc. Comment t'arrives petit à petit justement à apporter cette lenteur et cette douceur à ton chemin? C'est ouf, ça m'émeut de t'entendre là. Ouais, keep it slow, ouais, c'est un mantra que j'ai écrit sur ma carte là. C'est dur, c'est dur de garder de la lenteur, c'est dur, c'est une épreuve. Je m'en rends compte après plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne sais plus à quel moment, à plusieurs moments en fait, c'est un rappel constant. Keep it slow, donc garde de la lenteur, quoi, garde le lent, quoi. C'est un rappel constant, je me rends compte de ce travers de vouloir avancer. Alors parce qu'il y a cette peur de l'arrêt, on en a parlé. Il y a autre chose aussi, c'est le cadre qui est posé, c'est mon alimentation en fait. Et j'ai des périodes assez longues où je suis en autonomie, où je peux pas avoir trouvé de la nourriture facilement, pas du tout. Donc sur une période, par exemple, je pars une semaine en autonomie, je sais que j'ai aucun moyen de trouver une épicerie, ni même une habitation, ou très peu probablement une habitation pour demander de la nourriture si jamais. Ça amène une forme de stress aussi, de se dire, est-ce que je vais être à temps ? Vouloir rallonger pour arriver là où je l'avais prévu un peu dans ma tête pour ne pas perdre du temps par rapport à ça et de la distance. Je pense à un truc, j'ai une anecdote là-dessus. C'était un jour où le surlendemain, je devais arriver en ville et donc trouver de la nourriture. Donc il me restait une grosse journée de nourriture. Et en fait, ce jour-là, je suis fatiguée. C'est ma fin de cycle, donc j'ai plus de force, je suis KO. Et vers 15h, je crois, je trouve un endroit pour poser mon bivouac, qui est pas mal, dans une forêt, je m'y sens bien en tout cas. Mais en fait, si je m'arrête là, le lendemain, il me reste... Je crois que le lendemain, j'ai 30 bornes à faire pour arriver le surlendemain matin en ville et pouvoir avoir de la nourriture quand j'en aurai plus.
Et je sais pas, cet après-midi-là, tellement j'en peux plus, où j'ai une forme de confiance, un mélange des deux, je suis fatiguée, et puis j'ai confiance que je m'en sortirai quoi qu'il en soit. Je m'arrête là, à 15h, et pourtant j'ai marché moins que prévu ce jour-là, et donc c'est-à-dire le lendemain, je dois faire une journée dingue, alors je n'ai vraiment pas l'énergie pour. Et donc dans l'après-midi, je suis posée dans ma tente, et je rouvre ma carte à un moment, carte sur laquelle je me suis penchée peut-être des centaines de fois. Et cet après-midi-là, dans ma tente, je vois un autre itinéraire, plus court, qui me fait gagner quasiment une dizaine de kilomètres pour aller jusqu'en ville, que j'avais pas vu avant. Et ça, c'est énorme, parce que je me rends compte à ce moment-là que prendre un temps de pause, un moment où on en a besoin, fait apparaître des choses qu'on voyait pas en étant dans l'action. Voilà, la solution est venue parce que j'avais pris la pause. J'ai pris la pause, le lendemain, j'ai fait ma petite journée de 20 km, et c'était parfait, et c'était un mouvement assez dingue et qui est venu encore nourrir une forme de confiance. Cette lenteur, ça te permet d'accorder plus de temps et d'importance à ce qu'il y a autour de toi, ce qui vit autour de toi, l'ensemble du vivant, et aussi ça te permet peut-être de consacrer du temps à la contemplation, chose c'est difficile de faire quand on marche tout le temps, toute la journée, ou qu'on marche vite, etc. Est-ce que tu t'accordes justement un peu des temps de contemplation, de méditation au fil du chemin ? Là aussi, j'ai un énorme rappel à un moment où je me sens très fatiguée. Ça fait quelques jours que j'ai une grosse douleur à une épaule, l'épaule droite. J'ai encore une longue période où je vais avoir mon sac à dos qui va être lourd parce que je sais que je vais avoir encore une longue période en autonomie, et je ressasse, et je ressasse. Et je tourne ça un peu en boucle. Et en plus de ça, donc ce soir-là, j'arrive à un endroit pour poser la toile de tente, je regarde la météo pour le lendemain, pour les 2 jours d'après, et je vois que le surlendemain, il y a de la pluie, la journée a l'air horrible. J'ai ces 2 éléments-là et je m'endors vraiment avec ces 2 trucs-là en tête. Et le lendemain matin, je me réveille, je commence à m'activer et à me dire et à penser à ça. Je me réveille, j'ai directement mal à l'épaule. Je fais un mouvement sur mon matelas et là j'ai douleur à l'épaule, ça me tiraille, ça me remonte dans la nuque. Et je repense aux prévisions que c'est indiqué, je me dis mais quel choix d'itinéraire je peux faire pour m'épargner ça. Donc je fais toute ma petite routine, mon petit déj et tout. Et à un moment, je suis vraiment dans un état d'esprit où ce matin-là, je me dis allez, qu'on en finisse quoi. Je veux aller vite pour commencer à marcher le plus vite possible, pour terminer ma journée le plus vite possible. Et à un moment, je crois que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, d'avoir un rayon de soleil ou un truc qui se passe. Et là, je me souviens, keep it slow. Je me dis, mais non, mais arrête, t'es à côté de la plaque, là, tu passes à côté de ton voyage. C'est pas ça. Tu passes à côté de ton voyage. Et là, je m'assois, je prends des respirations profondes, je prends un petit temps de méditation. Et ça fait déjà quelques jours ou semaines qu'il y a une question que j'essayais de me poser très régulièrement, qui est qu'est-ce qui ferait dans ta journée que tu vivrais plus de plaisir ou plus de joie? Je prends un petit temps de méditation et la réponse est d'aller me baigner, en fait, là, de m'offrir une baignade. Et ce matin-là, je m'en fous, je prends le temps, je vais me mettre dans l'eau. Je suis au milieu de nulle part, je me mets nue. Ça aussi, ça a été une découverte de me baigner nue dans l'eau, dans les lacs. Et de renouer à ça et m'autoriser ça, en fait. Qui est-ce que je vais déranger? Moi, j'avais peur de déranger. Imagine, quelqu'un me voit, c'est malaisant pour lui, ça se fait pas, etc. Et en fait, à un moment de me dire, mais arrête, y a personne, de toute façon. Donc, petit à petit, renouer, ou nouer en tout cas, des liens avec le fait d'être juste baignée, nue, en immersion dans l'eau. Et là, j'y vais, l'eau est assez froide, ça me fait un bien fou à l'épaule. Et je passe le reste de ma journée complètement dans un état différent de si j'étais partie dans l'état d'esprit initial. Donc cette lenteur, vraiment, quand je disais que c'était un effort, c'est vraiment cet effort, c'est cette question, choisir de se poser cette question de qu'est-ce que moi je peux faire très concrètement pour amener de la joie, du plaisir dans ma journée. Alors parfois c'était des baignades dans l'eau, parfois c'était de faire une pause, de prendre quelques respirations, de m'étirer. Je me souviens d'un moment où j'ai pris un étirement dans une forêt qui était dingue, de manger telle chose, parfois de parler avec mes proches quand c'était possible. En fait, je me suis rendu compte que même dans ces états où on est un peu loin de tout, où on est loin du modèle de vie actuel, du travail, de la vie professionnelle, je rentrais quand même dans une espèce de roue, quoi, un hamster, en fait. Et que là aussi, c'était un effort d'en ressortir, de me dire stop, en fait, retrouve le plaisir et la joie. Ouais, c'est ça, et en plus, c'est pas facile parce que dans la société actuelle, on a des schémas classiques de culte de la performance, d'efficacité, où faut toujours aller vite et faire beaucoup de choses.
Et comme on a ce schéma-là qui est avec nous tout le temps, en fait, c'est plus difficile de, comme tu dis, d'apporter de la lenteur et de la douceur aux choses et de prendre le temps même juste de l'ennui ou de la contemplation que juste de marcher ou de faire quelque chose et d'essayer d'aller vite, de rester dans ce train-là, on va dire. Il y a deux choses, je crois que déjà on a un petit peu peur du regard des autres. Si on dit qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah bah aujourd'hui, écoute, j'ai médité pendant 2 heures. J'ai pris le temps de me faire à manger pendant 2 heures et puis après j'ai lu. Une appréhension peut-être de la réaction de l'autre à ça, à dire mais t'as pas travaillé ? Et du jugement des autres. C'est quelque chose d'assumer ça. Mais c'est fort comme message d'oser assumer se dire ça parce que je pense que c'est comme ça qu'on change les lignes aussi. D'oser assumer qu'on passe plus de temps à être et moins de temps à faire. Et après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre peur qui se joue, c'est la peur du vide, de parler d'ennui. Donc, dans nos modes de vie, on passe du temps à faire, à broyer des choses, un peu, même parfois sans se questionner pourquoi, parce qu'il y a la peur de s'arrêter et du coup d'être dans un moment de vide. Un moment de vide où il y a peut-être ces questions de, en fait, pourquoi tu fais ça, qui vont venir et qui peuvent être un peu violentes si ça fait longtemps qu'on ne se les ait pas posées, par exemple. Se rendre compte qu'on court dans une direction depuis des années qui ne nous convient pas, ça peut être hyper violent. On a peur de s'arrêter finalement à force de courir dans une mauvaise direction. Ouais, on est dans une fuite permanente. Parce qu'on a peur de se rendre compte des choses. Et quels sont un peu les liens que tu tisses avec le vivant autour de toi ? Je sais que tu m'avais raconté une anecdote du fait que quand tu entendais les oiseaux, tu te sentais en sécurité parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de danger autour de toi. Et tu as fait des rencontres de différentes espèces florales ou animales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lien que tu avais au quotidien ? Parce qu'au final, tu croisais pas grand monde, mais tu étais quand même connecté à tout ce vivant autour de toi. Hyper connecté. On me demande souvent, mais tu te sens pas seule quand tu vas marcher des jours et des jours comme ça seule ? Non. De facto, je suis seule, mais je me sens pas seule. Alors que en ville ou même, je sais pas, une soirée dans un groupe, ça peut m'arriver de me sentir seule. Là, je me sens pas seule. Il y a pas cette sensation. Moi, j'ai remarqué que quand je marche, il y a comme autour de moi des couches qui s'en vont que j'ai quand je suis en ville, chez moi. Des couches qui s'en vont quand je suis pas dans la société et qui me rendent complètement, ou en tout cas de plus en plus au fil des jours, perméable à l'extérieur et à ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a cette sensation d'être hyper large parce que mon corps, mon moi s'arrête pas physiquement là où est mon corps, mais il embrasse tout ce qu'il y a autour de moi en fait. Et inversement, ce qu'il y a autour de moi, il n'y a pas de frontière définie, ça s'arrête pas là où il y a mon corps, mais ça me rentre un peu dedans en fait. Il n'y a plus ces filtres ou ces couches. Moi j'aime bien parler de couches là, qu'on enlève. Je sais plus qui parle de l'image, je me demande si c'est pas Sarah Marquis, comme si on pelait un oignon en fait par arriver dans son corps. C'est vraiment cette image d'enlever des couches. Les oiseaux, quand je marche en particulier, c'est vrai que c'est mes meilleurs amis pour moi. C'est des grands indicateurs. Entendre un chant d'oiseau, c'est me sentir en sécurité. Quand je suis dans ma toile de tente, que la nuit, il n'y a que les bruits nocturnes. Le moment de la sécurité, pour moi, revient au moment où j'entends les premiers chants d'oiseaux qui me disent, en fait, il n'y a pas d'autres prédateurs. S'il y a des humains, globalement, il y a très peu de chants d'oiseaux. Je me disais aussi que s'il y avait des ours, les oiseaux ne se permettraient pas de chanter, ou en tout cas pas de la même manière. Et entendre un chant d'oiseau, pour moi, c'est beaucoup de décontraction. J'ai fait une rencontre merveilleuse avec un loup. Une rencontre inoubliable aussi, que je vois vraiment comme un cadeau. Un soir, je montais ma toile de tente, un endroit en plus pas très éloigné d'une ville, et je vois un animal au loin, de l'autre côté du ruisseau, qui regarde en direction du coucher de soleil, assis. Et je pense que c'est un chien, je cherche son maître des yeux, je vois personne. Et j'essaie de me rapprocher pour le voir. Là, je me rends compte que c'est probablement pas un chien. Il tourne sa tête vers moi, il me repère. Et puis, il se remet dans son axe, il fait demi-tour sur lui-même. Et il monte droit dans la pente, droit dans la montagne. Avec une démarche, un pas, une attitude qui était tellement sereine. Genre, comme s'il regardait le coucher de soleil, quelque chose au loin. Il me voit, ok, il fait demi-tour et il remonte droit dans la montagne.
rencontre avec la sérénité, avec la force, je crois, la puissance. Et aussi, ce que j'ai vécu quand même pendant ces 2 mois, c'est de me rendre compte à quel point les animaux avaient peur de nous, même de moi. Ouais, les animaux ont peur, même les oiseaux ont peur des humains. Moi, je les entends beaucoup quand je suis dans ma toile de tente le matin. À partir du moment où je sors de la toile de tente, je les entends plus. Ils ont identifié que j'étais là et je les entends beaucoup moins. Ça m'a fait beaucoup de peine de me rendre compte de ça, à quel point les animaux nous fuyaient. Et donc dans ce périple à pied, il y a un peu 2 arrivées. Il y a une première arrivée que tu fais seule et une deuxième arrivée que tu fais accompagnée. Comment se passent les derniers jours du voyage en solo? Comment t'appréhendes le fait aussi de te retrouver ensuite avec une amie pour terminer ce chemin? Je le vois comme un vrai cadeau, cette transition qui m'est offerte où je retrouve la chaleur humaine, la chaleur d'une amitié en plus. De pouvoir partager ça avec quelqu'un, je le vois vraiment comme un cadeau. Et à la fois, je suis, le dernier jour notamment, je suis très attentive à, ok, c'est mes derniers moments seuls. Ça aussi, ça a été mon cadeau de vivre cette semaine seule et à profiter un peu de chaque moment. Et je me souviens que le dernier matin où je me réveille seule, je m'offre d'aller me baigner là aussi dans le lac, et comme une fête, quoi. Comme une fête. Et je me dis, waouh, je célèbre ce temps que j'ai passé seule et je veux marquer le coup, quoi. Et marquer le coup pour moi, ce matin-là, ça a été aller me baigner dans le lac. Fantastique. Donc ça, c'est la première arrivée, effectivement, où je retrouve mon amie. Et là, s'ouvre un peu un nouveau voyage où on va marcher 5 jours, toutes les deux. Nouveau voyage, parce que du coup, ça devient un voyage à 2, donc plus de chaleur, aussi une adaptation au rythme l'une à l'autre. Et puis, nouveau voyage, parce qu'aussi, à ce moment-là, on commence à rencontrer plus de monde. De manière assez improbable. Et à tel point que dès le 2e jour, on rencontre quelqu'un qui nous demande, qui, comme moi, a marché en solitaire, lui, pendant... je crois que ça fait juste 3 semaines qu'il marche en solitaire. Mais il est tellement avide de rencontres comme moi, j'avais pu l'être quand j'avais rencontré ces 2 personnes, ce couple. Et il se jette, il vient vers nous avec cette demande hyper forte de « Est-ce que je peux venir marcher avec vous ?» Il nous dit juste vers quelle direction vous allez. On dit vers le nord. Moi aussi, est-ce que je peux venir avec vous? Et on sent cette avidité, quoi. Et là, je suis dans un rôle inversé où en fait, je suis plus seule, mais je suis la personne qui est accompagnée. Et je me sens hyper chanceuse parce qu'à ce moment-là, c'est plus juste pour moi d'être accompagnée. Et on fait cette journée à 3, à marcher à 3, à l'accueillir avec nous. Et là, ça me rappelle encore plus la chance que j'ai de terminer comme ça avec une amie, avec plus de facilité, plus de douceur, plus de chaleur, en fait. Ouais. Ouais, c'est une belle façon d'accueillir la fin du chemin et peut-être de faire aussi la transition vers le retour en société. Comment se passe justement ce retour à la vie un peu plus effrénée en France? De manière très douce aussi parce que on termine déjà en stop, donc toujours un peu d'aventure. On stop, on arrive à une ville où on trouve un camping, on reste quelques jours en camping, donc toujours dans la toile de tente, à découvrir la ville, Røros. Et après, on prend un train pour aller à Trondheim, en Norvège. On y passe à nouveau quelques jours en mode voyage, à notre rythme, avant de revenir, mais là aussi à un rythme lent. En train, on passe une nuit à Oslo sur notre chemin, et retour vraiment progressif. Pas un retour du tout violent à Lyon ou abrupt. Je crois que le transport en commun, bus et train, amène beaucoup de cohérence dans le cheminement, puisque c'est pas violent comme on peut avoir en avion, où en quelques heures on passe d'un paysage sensoriel à un autre, mais là on a le temps de digérer ce qui a pu se passer et ce temps de transition pour passer d'un paysage à un autre. Ouais, donc une transition en douceur. C'est vrai que je pense que c'est super important parce que des fois, les retours de voyage, je sais pas, par exemple, si on a été en voyage en Amérique latine et on revient en France et qu'on prend l'avion, au final, ça dure quelques heures et ça peut être tellement différent en termes de culture, en termes de tout, d'expérience, de vie, etc., que ça va être ultra brutal. Et là, c'est trop chouette que tu aies eu le temps petit à petit d'atterrir, quoi. D'atterrir, mais sur plusieurs jours, lentement, avec douceur. Tu as vécu un certain nombre d'aventures individuelles et tu as envie justement aussi de partager cette expérience. C'est ce que tu fais en étant conférencière. Par quel moyen en fait tu partages cette expérience
et pourquoi tu as envie de partager cette expérience et que ça reste pas seulement une aventure individuelle, mais que ça puisse se muter à l'échelle collective. Ces aventures, en fait, c'est des transformations pour moi. Alors sur le coup, je m'en rends pas compte, hein. C'est vraiment des années plus tard que je me rends compte à quel point ça m'a donné des élans de confiance. Ça nourrit un socle de sécurité, en fait, qui est autre que la sécurité matérielle. Ça nourrit autre chose qui me constitue maintenant. Une capacité à avoir de la joie un peu dans n'importe quelle condition, ou à vivre avec ses émotions, à pas en avoir peur. Et ça, c'est hyper fort. Et c'est pas un élan réfléchi, le partage de ma part. C'est un élan qui est venu très naturellement. On me crée un compte Instagram vraiment par... comme ça. Il y a un truc de ça déborde de moi, en fait. C'est tellement fort ce que je vis, ça déborde. Et ça a besoin de s'exprimer ailleurs. Et ça jaillit, en fait. Et donc ces partages, ils s'expriment, enfin maintenant en tout cas, ils prennent la forme de effectivement conférences, d'interventions scolaires avant mon départ, à mon retour. Pareil, maintenant ça m'accompagne quoi. Quand j'ai vu des jeunes, des enfants avant de partir pendant le voyage, je pense à eux, je sais qu'ils suivent, qu'on va se revoir à notre retour, qu'ils vont avoir des questions de dingue, qu'ils attendent de savoir si j'ai vu un ours ou pas. Ça c'est fort. Et tout ce qui est, alors, au-delà de l'aspect, ok, je suis en immersion dans la nature qui est énorme, ce qu'on peut ressentir, c'est tout cet aspect aussi sur ce que ça m'apprend sur moi et tout ce qu'on est capable de faire, véhiculer ce qu'on est capable de faire et qu'on ne pense pas être en mesure de faire ou ce qu'on s'autorise pas. Moi, j'ai eu besoin de témoignages de femmes. J'ai parlé du bouquin de Cheryl Strayed. Je pense que si je l'avais pas lu, j'aurais peut-être pas eu ce déclic. J'ai eu besoin de témoignages comme ça pour oser, pour casser des croyances que j'avais. Ça m'a énormément nourrie. Oui, je crois que c'est ça. Naturellement, moi, j'ai besoin aussi de nourrir des personnes qui auraient une forme d'envie, d'aventure, qui sentiraient une forme de besoin de connexion à la nature, à soi, mais où il y a des petits blocages, des petits trucs qui bloquent. Et donc, les partages, ils prennent la forme donc, de conférences, d'interventions en milieu scolaire, de partages sur les réseaux sociaux, d'écrits via ma newsletter, ma lettre, et de formation bientôt, cette idée de là proposer en un mois une formation pour embarquer dans l'aventure, et qu'importe l'aventure, c'est pas des aventures extrêmes comme celles où j'ai pu témoigner, mais déjà partir un week-end en fait seul ou pas, mais l'idée en tout cas, et se dire je suis capable de partir marcher plusieurs heures, voire même 2 jours entiers, et se reconnecter à soi-même à travers ça. C'est tellement énorme, et je suis heureuse d'accompagner bientôt en formation sur le sujet. Ouais, c'est trop chouette de voir que tu as envie aussi d'accompagner d'autres personnes parce que effectivement, des fois, il y a juste ces peurs-là, notamment pour des femmes qui veulent pas s'exposer aux risques, etc., et qui se disent, ah, peut-être qu'en voyage, il y a plus de danger que dans la vie quotidienne, etc. Et de pouvoir accompagner sur le fait de oser, de dépasser un peu ses peurs, d'essayer de comprendre d'où ça vient, et comme tu dis aussi, pour toi, d'essayer de te les approprier pour les vivre autrement. Je trouve ça trop chouette, donc trop cool que tu fasses ça. Et du coup, on te voit pas mal ouais, sur les réseaux sociaux à arpenter un peu les monts du Lyonnais à pied, à vélo, dispenser des cours de yoga ici à Saint-Martin ou à Lyon, faire partie de collectifs aussi. Quel est le rapport au voyage que tu entretiens dans ton quotidien, et en quoi ça te permet un peu de te connecter un peu plus à ton territoire dans lequel tu vis, à peut-être créer des synergies aussi sur ce territoire-là? Je sais pas si on peut parler de voyage d'une certaine manière. Pour moi, c'est devenu une routine d'aller marcher tous les jours dans les petites collines alentours, d'explorer en fait. Toujours cet esprit d'exploration. J'ai l'impression d'avoir toujours un bois, un nouveau chemin à découvrir. J'étais encore étonnée il y a 2 semaines, là, au départ de chez moi, de découvrir un nouveau chemin qui monte dans un autre bois par un autre côté. Dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai vraiment cet esprit de découverte qui m'anime vraiment au quotidien et qui peut transformer ma journée. Vraiment, ce jour où j'ai découvert ce nouveau sentier, c'était l'événement de la journée. C'était un nouveau possible, c'est ouvrir un nouveau possible en fait sur là où j'habite, sur le territoire où je suis. Ouais, c'est incroyable aussi de pouvoir le découvrir à pied. Tu sens le territoire, quoi, parce que tu marches dessus, tu l'arpentes.
Le territoire, il est jamais le même à partir du moment où on le pratique avec conscience, avec la lenteur. C'est pas ce qu'on ressent pas en voiture. Là, en allant faire mes balades au jour le jour, je vois ce qui change au jour le jour. Je vois la saison du printemps qui arrive, je vois des choses qui changent vraiment au jour le jour, à la semaine. Et c'est vrai que d'être à pied ou à vélo, c'est jamais le même sentier qu'on prend, même si on prend le même sentier. Par exemple, j'ai un sentier que je prends le plus souvent où il y a un champ, où il y a un pré où il y a des chevaux. Il y a des fois où ils sont là, des fois ils sont pas là. Parfois je leur rencontre et parfois je n'y vais pas. Et ça, pareil, ça rythme ma marche. C'est complètement différent si je passe un quart d'heure avec eux, s'ils sont là ou s'ils sont pas là ou s'ils sont au milieu de leur champ en train de botter et qu'ils s'en fichent de moi ce jour-là. Et ça change complètement ma marche. Donc il y a ce rapport au vivant qui est aussi là, même en habitant. C'est une petite ville, mais en ville quand même. Bah écoute, Angélique, merci beaucoup pour ce témoignage super inspirant. Merci de m'avoir raconté toutes tes expériences de voyage à pied et toutes les émancipations aussi que ça t'a permis de vivre. Merci à toi. Merci à toi, moi j'ai revécu plein d'émotions. Juste en reparlant, ça fait remonter plein d'émotions, beaucoup de joie, puis aussi un souvenir de ce qui a pu être vécu, ce qui a été traversé. Et c'est fort, donc merci d'autoriser cet espace et d'ouvrir cet espace d'ailleurs d'écoute aussi, de partage et peut-être de semer des graines à travers ton podcast. Génial. Bah, merci beaucoup, Angélique. Je te souhaite de passer une belle fin de journée et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.